Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence sur les bornes de recharge de véhicules électriques en copropriété. Merci de participer à cette nouvelle session organisée par l'ALEC de Paris-Ouest La Défense et aujourd'hui en partenariat avec Enedis qui partagera avec nous la présentation. Donc nous allons traiter du sujet des bornes de recharge en copropriété. On commencera, pour ceux qui ont déjà participé aux webconférences de l'ALEC, par une petite présentation de l'ALEC et de ses missions et du service qu'on vous propose pour les copropriétés, pour vous accompagner en copropriété dans votre projet de rénovation énergétique. On fera une petite partie de contexte sur les mobilités électriques, sur tout ce contexte qui évolue aussi grandement actuellement. On parlera ensuite, on aura un volet sur on parlera des aspects juridiques de cette question des bornes de recharge en copropriété pour comprendre bien ce cadre juridique. On vous évoquera ensuite les différentes solutions techniques qui existent pour réaliser ce type d'installation. On finira par les aides financières et les professionnels qui sont labellisés pour vous faire ces installations. Et à la fin de cette présentation, nous avons la chance d'avoir Monsieur Cap qui va nous faire un retour d'expérience sur une copropriété de Neuilly-sur-Seine qui a réalisé une installation pour une borne de recharge de véhicules électriques et qui nous fera part de son témoignage et de son expérience et à qui vous pourrez aussi également poser des questions. Donc je vous propose de commencer cette petite présentation de l'ALEC et de ses missions. Donc, qu'est-ce que l'ALEC-POLD? Donc, c'est l'Agence de l'énergie et du climat de Paris-Ouest La Défense. Donc, on agit sur les 11 communes du territoire de Paris-Ouest La Défense. C'est votre guichet unique local, votre service public de la rénovation énergétique à l'échelle locale, donc qui fait partie du réseau FER, réseau national, qui est donc le relais local sur toutes les questions de rénovation énergétique pour les particuliers, pour les copropriétés, sur toutes les questions de rénovation énergétique. Donc, nos missions, elles sont celles de vous conseiller dans votre projet de rénovation énergétique à l'échelle de votre bâtiment, de vous accompagner aussi du stade de la réflexion jusqu'à la concrétisation pour réaliser ce projet-là. On se positionne comme un tiers de confiance. On vous fournit un conseil qui est gratuit, qui est donc un service public, et on a pour objectif de vous faciliter les démarches, le projet, la compréhension, la construction et notamment en copropriété d'un projet de rénovation énergétique. Donc, on a des actions d'animation, de sensibilisation un peu collective, des conseils personnalisés, gratuits comme je le disais, et indépendants, et un accompagnement poussé, comme je le disais, tout au long du projet, du départ jusqu'à la concrétisation. Pour cela, on a donc un outil. On s'occupe de la mobilisation des copropriétaires à la phase amont, au stade de la réflexion du projet, en donnant des informations et des conseils aussi méthodologiques et sur les différentes techniques de réhabilitation qui existent. On sensibilise aussi les conseils syndicaux, les syndics de copropriété pour les phases de maîtrise des charges une fois que les travaux sont réalisés. Et à chacune des étapes du projet, on est là pour vous assister, pour vous conseiller, pour vous accompagner dans les différentes phases, que ce soit dans une rédaction de cahier des charges, dans une analyse de devis, dans un accompagnement en assemblée générale également pour les prises de décision. Donc, on est vraiment dans cette posture d'information technique, d'information financière aussi sur les aides qui existent, de conseils et d'orientation. Pour cela, vous connaissez sûrement, parce que vous participez à cette webconférence, vous êtes sûrement inscrit sur notre plateforme Coach CoPro. Et si vous ne l'êtes pas, on vous invite vraiment à vous inscrire sur la plateforme. Donc, c'est une plateforme locale, donc pold.coachcopro.com. Sur cette plateforme, vous pouvez inscrire votre copropriété gratuitement et vous retrouvez un ensemble de ressources documentaires sur les différentes thématiques de la rénovation et aussi les replays de ces webconférences qui sont du coup diffusées par la suite. Et vous y trouvez également les ressources pour le MOOC, pour la formation rénovation en copropriété.
Et cette plateforme sert aussi à vous accompagner dans votre projet. Ça nous sert aussi d'interface et d'outils, nous, de gestion du contact pour être voilà, toujours dans le suivi de votre projet. Alors, bonsoir à tous, Mustapha Boulasba, chargé de Bonjour. mission énergie-climat et collègue d'Anaël. Par rapport à l'outil Coachco Pro, effectivement, donc vous avez, ça permet pour nous de garder le lien avec vous, de vous référencer, de pouvoir faciliter les échanges avec nous. Et effectivement, vous avez accès à toute une base documentaire, donc des guides, de la documentation en général sur toutes les étapes du projet, comme on l'a vu dans la diapo précédente, mais également accès à nos webinaires, au MOOC, donc qui est une formation en ligne et qui va être lancée très bientôt, courant mars, sur la rénovation énergétique et comment on lance, on accompagne sur le long terme, et je parle à vous, copropriétaires, un projet de rénovation énergétique en copropriété. Et ce MOOC sert à ça. Et enfin, sur ce site-là, vous avez également accès à un annuaire de professionnels qui sont référencés sur ce site, qui en général ont travaillé dans des projets de rénovation énergétique qui ont été plus ou moins accompagnés par des ALEC, sachant que cet outil-là, Coachco Pro, est un outil partagé par toutes les ALEC, en tout cas toutes celles de la métropole du Grand Paris, avec effectivement des versions locales par chaque communauté d'agglomération et donc pour chaque ALEC. Oui, c'est une plateforme locale qui a un rayonnement métropolitain, tout à fait. Une dernière diapo pour bien préciser qu'on fait du conseil aussi aux syndics de copropriété sur les différents sujets techniques, juridiques et financiers, qu'il y a des possibilités de prendre des rendez-vous en agence ou en visioconférence un peu plus actuellement, mais de prendre des rendez-vous voilà, individuels, dédiés à votre projet, et qu'on accompagne évidemment les conseils syndicaux en ce sens pour être tiers de confiance. Donc voilà cette petite introduction et on passe directement dans le vif du sujet. Et je vais passer du coup la parole à Monsieur Mercier d'Enedis, qui nous fait le plaisir de partager et de co-présenter ce webinaire avec nous aujourd'hui. Donc Monsieur Mercier, je vous invite à allumer et votre caméra et votre micro, et puis je vais passer les diapos pour vous tout de suite. Très bien, merci pour l'introduction et bonjour à tous. Donc, Kevin Mercier, moi je travaille pour Enedis à la direction régionale Île-de-France-Ouest et j'accompagne les projets mobilité électrique donc sur les départements du 92, du 78 et du 95. C'est assez large hein, quand on parle mobilité électrique parce que ça va de la partie donc résidentielle comme on va parler aujourd'hui, mais on a aussi beaucoup de projets structurants sur l'alimentation des dépôts de bus hein, qui se convertissent progressivement à la mobilité propre, pas que électrique, hein, il y a aussi beaucoup de bus GNV ou prochainement hydrogène, mais et puis on a aussi le sujet des bateaux ou des vélos électriques. Voilà, tout ça c'est un sujet assez large et donc aujourd'hui on va plutôt faire un zoom sur la partie installation de bornes de recharge en copropriété. Avant du coup de rentrer dans le vif du sujet, un petit zoom quand même pour bien préciser les missions d'Enedis et le positionnement. Donc là, vous avez un peu une vision d'ensemble du système électrique. Donc à gauche, ça va de la production, donc qui est aujourd'hui, la production, c'est ouvert à concurrence. Ensuite, vous avez la partie plutôt acheminement de l'électricité. Hein, donc il y a la partie très haute tension, c'est ce qu'on appelle le transport d'électricité. Donc c'est RTE, l'entreprise qui s'en occupe. Et nous, Enedis, on s'occupe de la distribution de l'électricité. Donc de la partie 20 000 volts jusqu'à la partie basse tension et également la partie comptage. Donc la subtilité sur la partie, j'allais dire, réseau électrique, c'est que ce sont toujours des activités en monopole. Donc nous, Enedis, notre activité est régulée puisque on a un statut de monopole sur la distribution de l'électricité en France. Au même titre que RTE, et contrairement à la partie production qui est aujourd'hui ouverte à concurrence, et puis la partie fourniture d'électricité aussi que vous maîtrisez avec tout un tas de fournisseurs qui aujourd'hui peuvent vendre de l'électricité et qui souvent vendent aussi du gaz.
Voilà, donc le rôle d'Enedis, c'est la distribution d'électricité. C'est important de préciser que nous, on n'installe pas de bornes de recharge, on n'est pas du tout en concurrence avec des électriciens ou des opérateurs de recharge. Mais par contre, la plupart des infrastructures de recharge vont se raccorder au réseau de distribution. Et donc c'est pour ça que c'est un sujet qu'on veut accompagner, parce qu'on se dit qu'on aura un rôle à jouer. Donc plus on est impliqué en amont et plus on saura répondre convenablement aux demandes de raccordement au réseau. Au même titre, je vous ai mis quelques chiffres, au même titre qu'aujourd'hui les raccordements d'énergie renouvelable, j'allais dire à 95%, se font sur le réseau de distribution. Donc là, je parle des panneaux photovoltaïques ou des projets d'éolien. Ce sont des niveaux de tension qui font qu'elles sont raccordées sur le réseau de distribution. Donc pour Enedis, aujourd'hui, c'est aussi un enjeu fort, le raccordement des ENR. C'est 16 000 raccordements d'ENR par an. La mobilité électrique, finalement, c'est un nouvel usage de l'électricité. Et pour nous, Enedis, ça va représenter aussi un enjeu en termes de nombre de raccordements et de développement du réseau, qui sont un peu nos missions de service public. Voilà pour l'intro Enedis. Si on zoome encore un peu, du coup, pour répondre à cet enjeu qu'on estime majeur, le déploiement de la mobilité électrique, Enedis a lancé un programme national de mobilité électrique, un peu comme je disais tout à l'heure, avec le principe de se dire, de toute façon, on va être concerné à un moment ou à un autre parce qu'on va nous demander de se raccorder au réseau. Donc, autant être vu comme un partenaire qui accompagne les projets en amont et pas simplement comme le raccordeur qui arrive à la toute fin du projet. On se dit que le raccordement se passe bien souvent quand on a une meilleure compréhension des projets. Donc, on veut vraiment être vu comme un partenaire qui a facilité le développement de la mobilité électrique. Et clairement, on n'a pas réponse à toutes les questions. Par contre, on a un rôle à jouer. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé un programme sur ce sujet-là. Et puis, on est découpé en 25 directions régionales. Donc, Enedis est découpé en 25. Et moi, j'ai la chance, du coup, d'être le référent mobilité électrique pour la direction régionale de l'Ouest francilien. Donc, j'ai des homologues pour la direction régionale Paris et aussi pour l'Est francilien. Et tout en bas, je vous ai mis finalement l'intérêt pour nous de couvrir tout le territoire. C'est qu'on peut capter finalement des bonnes pratiques ou des choses intéressantes qui se font à l'autre bout de la France. Et puis, c'est important pour nous de pouvoir les mettre en œuvre aussi sur notre territoire. Donc, c'est là que ça reprend un peu tous les projets mobilité électrique. C'est quand même assez large. Et typiquement, la petite carte qu'on a, c'est un outil. Alors, je crois qu'il est accessible à l'externe. Je vous enverrai le lien après la conférence. Mais ça permet de cliquer pour voir finalement quel projet Enedis a accompagné sur la mobilité électrique. Et on voit que ça va du bateau. Il y a aussi une partie un peu sur des projets innovants, parce qu'on voit que c'est un sujet qui est encore nouveau, donc il y a plein de choses à développer. Il y a la partie recharge forte puissance le long des axes d'autoroute. Bon, voilà. En tout cas, sachez qu'Enedis veut être partenaire de tous les projets mobilité électrique. Voilà. Donc là, on zoome un peu plus en disant pourquoi on parle mobilité électrique maintenant. Les véhicules électriques, c'est pas quelque chose de récent. Des modèles électriques, il y en a depuis de nombreuses années. Par contre, on estime que c'est vraiment maintenant que ça va démarrer et qu'il n'y aura pas de retour arrière. Donc, pour plusieurs raisons qu'on indique ici, mais il y en a peut-être d'autres, c'est de se dire déjà, il y a une vraie aspiration citoyenne à passer à des mobilités bas carbone. Là, on parle beaucoup de qualité de l'air dans les villes. Donc, la mobilité électrique ne résout pas tout, mais en tout cas, à court terme, une solution pour améliorer la qualité de l'air dans les villes, c'est de développer la mobilité propre. On a eu encore un exemple cette semaine, là, mercredi, je crois, avec une alerte pollution. Ça s'accompagne de, je ne vais pas dire subvention, mais en tout cas de tout un tas de lois qui vont dans le sens du développement de la mobilité propre. Donc, il y a la partie financière, mais pas que. Il y a des obligations pour les constructeurs automobiles de vendre finalement des véhicules propres. Sinon, ils s'exposent à des amendes conséquentes. Donc, il y a des lois qui finalement vont dans le sens de promouvoir l'arrivée du véhicule électrique. Et puis, il y a aussi un phénomène qui est qu'aujourd'hui, techniquement, il y a eu des progrès très rapides sur les batteries. Donc, que ce soit en termes de coût ou
de technologies de batterie qui font qu'aujourd'hui, il y a des véhicules électriques qui ont des autonomies de 400 à 500 km et qui font que le frein qui était l'autonomie n'en est plus un, parce que quand on atteint des 500 km, ça permet d'envisager tous les usages d'un véhicule. Voilà. On zoome encore un peu là. Moi, j'aime bien présenter ces chiffres. Hein. C'est un peu du concret pour se dire, OK, combien il y a de véhicules électriques aujourd'hui. Donc là, ce sont les chiffres en Île-de-France. C'est des choses qu'on suit parce que pour nous, justement, ça nous permet d'anticiper un peu là où on va avoir des demandes de raccordement. Donc à gauche, vous voyez le pourcentage du parc total de véhicules qui est électrifié en Île-de-France. Donc quand je dis électrifié, c'est tous les véhicules électriques à batterie, mais aussi les véhicules hybrides rechargeables parce qu'ils vont avoir besoin de se recharger potentiellement, même si la batterie dans les véhicules hybrides rechargeables est un peu plus petite que dans les véhicules uniquement électriques. Donc en Île-de-France, aujourd'hui, c'est 117 000 véhicules électriques en circulation. Donc sur un parc de 5 millions de véhicules, ça fait à peu près un peu plus de 2% du parc de véhicules total qui est électrifié. Donc ça reste assez modeste, mais on voit que la progression est quand même très rapide, et notamment là sur l'année 2020, qui n'a pas été forcément une bonne année pour les ventes de voitures, mais le véhicule électrique a surnagé. Donc entre fin 2019 et fin 2020, c'est x2 en gros sur le parc total de véhicules. Donc c'est quand même une progression très forte. Et à droite, par contre, pour modérer ce propos, c'est de se dire, ce qui est intéressant de voir, c'est à quelle vitesse ça va arriver. Donc là, ce sont des scénarios inédits, mais vous pouvez retrouver à peu près les mêmes partout. Hein. Ce sont les scénarios de déploiement du véhicule électrique, donc jusqu'en 2035. C'est pour l'Île-de-France. Hein. On est quand même un territoire. On estime qu'on est un territoire qui va être plus rapidement concerné par le véhicule électrique que d'autres régions. Donc le véhicule électrique va arriver plus vite en Île-de-France qu'ailleurs. Et donc ces scénarios-là permettent de dire, OK, 2%, c'est quand même pas beaucoup, hein, parce que quand on regarde sur la courbe, c'est le trait tout plat, là, 2020, c'est quand même on n'a pas encore eu le début de la vague. Par contre, on pourrait estimer qu'en 2025, ce sera 7%, en 2030, 25%, et en 2035, 50% des véhicules qui seront électriques. Voilà, on a besoin de se projeter parce que ça permet de construire une réponse ou en tout cas un accompagnement adapté au développement de la mobilité électrique. Et finalement, notre message, c'est de se dire, on dit qu'il n'y aura pas de retour arrière, ça va aller vite, mais là, on est quand même dans la phase où on a encore un peu de temps de se préparer pour être prêt à vraiment avoir des solutions industrielles et que tous les partenaires soient bien rodés sur ce sujet-là pour que quand on a vraiment la vague qui arrive, tout soit prêt pour que tout se passe bien. C'est vraiment notre enjeu actuel. Là, pareil, c'est les mêmes chiffres que je vous présentais. Hein, c'est un peu les scénarios. On va se dire, on se place en 2025 et puis on regarde quel est le pourcentage du parc de véhicules total qui est électrique. L'intérêt, c'est de montrer que je disais que la dynamique, elle était plutôt sur l'Île-de-France par rapport à d'autres territoires. Même au sein de l'Île-de-France, on estime que la dynamique, elle sera beaucoup sur, on voit, hein, c'est les Hauts-de-Seine et puis Paris. Et globalement, un peu plus sur l'ouest francilien que sur l'est francilien. Ça s'explique parce que dans les paramètres qu'on prend en compte, il y a aussi ce critère revenu et puis la vitesse à laquelle les gens renouvellent leur véhicule électrique aujourd'hui. Ce sont des données qu'on peut trouver sur l'INSEE. Donc ça rentre en compte dans nos modèles. Tout ça pour se dire que le territoire de Paris-La Défense sera un des premiers concernés par un nombre conséquent de véhicules électriques. Avec donc 2025, on peut estimer qu'il y aura autour de 12% du parc de véhicules qui sera électrique dans les Hauts-de-Seine. Voilà. Là encore, ce sont des modèles, hein, mais c'est nécessaire pour se projeter. Voilà. En effet, on vous rejoint complètement sur l'enjeu sur le territoire. On est sur un territoire qui est très dense, même à l'échelle de l'Île-de-France. On est sur un territoire qui est
fortement maillé en termes de typologie de bâti sur des copropriétés. Donc, il y a aussi un fort enjeu de ce côté-là. Et on voit bien sur les projections que vous avez faites que la question des véhicules électriques et de l'installation des bornes de recharge est un sujet qui est particulièrement important sur les Hauts-de-Seine et du coup sur notre territoire à nous de Paris-Ouest, La Défense, et donc sur vos copropriétés en particulier. Je laisse la parole pour une petite partie de contexte juridique à Mustapha qui va nous présenter ce point. Merci Anaëlle et merci à Monsieur Mercier, c'était très précis. Donc je vais continuer le focus et je vais maintenant vous inviter à entrer dans la copropriété. Donc entrons à l'intérieur et réfléchissons maintenant à la façon dont les choses peuvent être enclenchées dans la copropriété par vous, copropriétaire. Donc en gros, vous avez deux possibilités. Soit vous appuyez donc, sur une démarche individuelle, vous voulez votre borne à vous, ou alors une démarche collective qu'on va voir dans un second temps. Alors pour la démarche individuelle, il y a un droit que vous devez connaître, c'est le droit à la prise qui est effectif depuis 2011, qui existe depuis 2011 et qui tout récemment a été modifié via un décret, donc qui date du 24 décembre 2020 et qui est applicable depuis le 1er janvier dernier, qui change quelques petits points. Donc, au niveau de la démarche, le propriétaire, mais également le locataire du logement, donc dans sa copropriété, qui bénéficie d'une place de stationnement, donc, peut faire jouer son droit à la prise dès lors qu'il a un espace privé et sécurisé dans sa copropriété de résidence, y compris désormais, et c'est la nouveauté depuis le 1er janvier, une place non couverte et à l'extérieur, ce qui n'était pas le cas jusqu'au dernier décret. Côté syndic ou alors côté propriétaire, dans le cas où c'est le locataire qui souhaite cette borne individuelle, il ne peut s'opposer à ce droit à la prise, hormis pour des raisons entre guillemets sérieux et légitime, c'est le terme utilisé. Par exemple, s'il n'y a pas de facturation individuelle qui est possible dans le cadre de cette installation de bornes individuelles, ou alors, ce qui peut arriver, si un projet de mise en place de bornes de recharge est déjà prévu, et c'est notamment le cas dans le cas de projets de bornes collectives, ou alors si vous avez des bornes qui sont déjà prêtes et à disposition. Et donc tout cela, pour tous ces motifs et tous ces éléments-là, on s'appuie sur l'article L111.3.8 du Code de la construction et de l'habitation. Le syndic ou le propriétaire, donc le copropriétaire du logement, a un délai de 3 mois pour s'opposer, donc pour s'opposer à cette demande-là. Et c'est également la nouveauté de ce nouveau décret, c'est qu'on est passé de 6 mois à 3 mois. Donc le délai d'opposition de la part du propriétaire ou du syndic est passé maintenant à 3 mois. Donc ça, c'est pour la démarche individuelle. Pour la démarche collective, et c'est ce qu'il faut plutôt privilégier. Donc la démarche collective plutôt que plusieurs démarches individuelles les unes à côté des autres. La démarche collective, elle doit être lancée en constituant dans la copropriété un groupe de travail, ça peut être le conseil syndical, ça peut être une partie du conseil syndical qui pourrait être déléguée par exemple à ce projet-là. Et ce qu'on conseille fortement, c'est de lancer une étude préalable. Donc, cette étude préalable, c'est une étude de type cahier des charges, donc qui évalue les besoins, notamment également le dimensionnement de l'installation, ce qui est très important, et pas que pour les bornes de recharge, et également qui donne des préconisations en fonction de la typologie de la copropriété, des places de parking, etc., sur le choix de la solution technique la plus appropriée, et en présentant également d'autres. Et donc, une fois tout cela fait, la présentation de l'étude doit être faite en AG avec un vote à la majorité simple, par contre, du projet en soi, mais également possiblement de la solution technique proposée. Je fais un petit retour pour la démarche individuelle. La démarche individuelle, donc le droit à la prise, cette droit à la prise-là, donc cette démarche de X, de un tel dans la copropriété, doit être également présenté en AG, mais ne fait pas l'objet d'un vote. On en parle en AG à titre d'information,
Et c'est la raison pour laquelle on parle de droit à la prise. Donc voilà pour les 2 démarches possibles en copropriété pour l'installation de bornes électriques. Tout à fait, et ça nous fait bien le lien vers les différentes solutions techniques qui existent. Et du coup, je repasse la parole à Monsieur Mercier qui va nous présenter un petit peu le besoin et les différentes solutions techniques qui existent en copropriété. Très bien. Donc un peu toujours dans les éléments de contexte, avant de passer aux solutions techniques, c'est de se dire finalement, on a parlé véhicules électriques, on a vu qu'il y avait des enjeux pour les copropriétés et globalement, si on parle de où les gens vont se recharger, c'est un peu l'objet là de la suite de la présentation. Globalement, quelqu'un qui achète un véhicule électrique, il va vouloir se recharger chez lui. C'est un peu ce que montrent toutes les études. Donc là, on parle de la recharge la nuit quand le véhicule dort dans le parking. Et on estime que ce sera de la charge plutôt standard, donc avec des puissances de l'ordre de 3 à 7 kW par point de charge. En deuxième, on va dire si la personne n'a pas de place de privative chez lui ou pas de possibilité, j'allais dire, d'installer une borne de recharge, la deuxième option qui est envisagée, c'est en entreprise. Donc on commence à avoir des sollicitations d'entreprises qui vont du coup proposer, pas forcément à titre gratuit, mais en tout cas proposer à leurs salariés une solution de recharge. Donc là, on parle plutôt de la recharge en journée, quand la personne est sur son site de travail et que sa voiture est garée, il pourrait bénéficier de la recharge. Là aussi, on parle plutôt de charge standard avec des points de charge de 7 kg. Donc ça, c'est vraiment les deux gros endroits où on estime que les utilisateurs de véhicules électriques vont vouloir se recharger. Et puis, quand même, on parle aussi des bornes en voirie. Aujourd'hui, c'est des bornes assez visibles, donc il y a quand même une importance. Mais c'est plutôt. Donc, quand on dit en voirie, c'est sur la voie publique, mais ça peut être aussi dans les parkings de centres commerciaux. Ça peut être aussi des bornes sur le domaine privé, mais accessibles au public. On estime que le besoin est moindre. Donc, les collectivités vont devoir faire des schémas directeurs pour les installations de bornes accessibles au public. Et on voit que les volumes, selon les études et ce que proposent la plupart des bureaux d'études, on est sur des volumes quand même beaucoup plus faibles que le nombre de points de charge qui vont devoir être installés au domicile. Pareil pour la charge rapide, c'est un enjeu clé. Donc là, on parle d'un usage finalement qui n'est pas l'usage du quotidien, on parle de peut-être 5 à 10% du temps, qui est l'usage de la longue distance. Donc il y aura un besoin de mettre des points de charge le long des grands axes routiers. Il y a déjà tout un tas d'opérateurs type station-service qui commencent à installer des points de charge rapides. On est sur un autre usage, on n'est pas sur le besoin du quotidien, mais c'est quand même un usage très important. Et là, on sera sur des puissances de charge largement supérieures à 50 kW. Mais on voit qu'il y a quand même plusieurs zones envisagées. Et ce qu'il faut retenir, c'est que on estime que quelqu'un qui va acheter un véhicule électrique va vouloir avoir sa borne là où son véhicule est stationné et donc chez lui, quoi. Et là, je vous ai mis des ordres de grandeur parce que je pense que c'est des choses importantes qu'on partage. La distance moyenne quotidienne parcourue en France, c'est 30 km. En Ile-de-France, c'est encore un peu moins, je crois. Ça, si vous le traduisez en énergie pour votre véhicule, ça vous fait 6 kWh. Donc typiquement, même si vous rechargez votre véhicule sur une prise standard 3 kW, il vous faut en gros 2 heures pour regagner vos 6 kWh. Si vous installez une borne 7,4 kW, on est l'ordre de grandeur, c'est 1 heure. Ça répond à la question qu'on a souvent. On a des utilisateurs, par exemple, de Tesla, pour ne pas citer, qui disent j'ai une grosse voiture, du coup j'ai une grosse borne, mais l'enjeu, c'est plutôt de raisonner sur votre usage du véhicule que vraiment sur la taille de la voiture. Donc, si vous roulez très peu avec votre Tesla, mettre une prise, ça pourra très bien répondre aux besoins. Donc, il y a vraiment un raisonnement sur l'usage. Après, les études montrent aussi que quelqu'un qui a un véhicule électrique et qui a sa borne de recharge chez lui ne va pas forcément se recharger tous les jours. C'est comme aujourd'hui, vous n'allez pas à la station-service tous les jours. Vous connaissez finalement votre usage. Vous savez combien de jours vous pouvez tenir avec la taille de votre batterie. Donc, vous n'allez pas forcément vous brancher tous les soirs. Mais voilà. Ça vous donne des ordres de grandeur sur les temps de charge. C'est des questions qu'on nous pose assez souvent.
On zoome encore un peu en disant pourquoi finalement le sujet de la copropriété il est primordial. C'est que tout à l'heure, on a vu les courbes du nombre de véhicules électriques. Pour nous, Enedis, là je rappelle encore, on n'installe pas les bornes, mais on va devoir faire évoluer notre réseau pour que les bornes puissent s'y raccorder. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir où est-ce qu'elles vont être installées, ces bornes, pour essayer d'anticiper. Donc là, à gauche, c'est finalement la traduction de ce que je vous disais avant en chiffres, c'est où vont être les points de charge en Île-de-France. Donc, les courbes intéressantes à regarder, c'est la vert foncé. En gros, sur nos territoires plutôt urbains, les points de charge, ils vont être en résidentiel collectif. Donc, c'est pour ça qu'on parle des points de charge en copro, c'est que en volume, c'est là qu'ils vont être installés. En deuxième, c'est les entreprises. Donc, ça concerne un peu moins notre sujet d'aujourd'hui. Mais les entreprises, ça change un peu certains référentiels, parce qu'aujourd'hui, une entreprise n'offre pas le service de type pompe à essence à ses salariés. Mais on estime que demain, vu que la voiture, elle reste garée toute la journée sur le site de travail, c'est un lieu où va se faire la recharge. Donc, c'est le deuxième enjeu. Et puis, sur nos territoires qui sont quand même assez denses, le côté maison individuelle, ça arrive en troisième. Les premières études qu'on voit, c'est que l'installation d'une borne en maison individuelle n'est pas trop un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui habitent en maison et qui ont une place de parking privative arrivent globalement à mener à bien leur projet d'installation de bornes. Et souvent, ce qu'on voit, donc pour nous Enedis, c'est un peu structurant, c'est que ça donne rarement lieu à une augmentation de puissance de leur abonnement. Donc les gens arrivent finalement à naturellement peut-être décaler leur charge la nuit pour pas que leur voiture se recharge au moment où ils ont leur consommation max de leur maison, quoi. Donc, j'allais dire, c'est pas vraiment un sujet, la recharge en maison individuelle. Et puis, quand même, pour finir sur ce thème-là, les bornes accessibles au public, donc celles qu'on voit dans la rue ou les ex-Autolib qui sont en train d'être souvent remises à niveau pour devenir des points de charge classiques, c'est un enjeu quand même, c'est pas un volume négligeable, mais on voit que c'est très peu par rapport aux enjeux qui nous attendent sur la copro. Donc là, ça fait le lien avec ce que je disais. Si on fait le compte, on estime que 70% de la recharge en nombre va se faire au domicile. Et puis sur l'Île-de-France, c'est 73% de gens qui habitent en logement collectif. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet sur comment installer une borne quand on habite en copro. Sur les Hauts-de-Seine, c'est encore plus que 73%. Je pense qu'on doit être autour des 90% de logements collectifs. On n'est pas tout à fait à 90%, mais oui, on est un petit peu plus haut sur les Hauts-de-Seine. Okay. Sur certaines communes, pas sur toutes. Mais... Ça, je vous propose qu'on passe parce que vous en avez déjà parlé, donc je trouve très bien. Donc nous, Enedis, on est neutre sur la solution que vous allez choisir, j'allais dire droit à la prise ou autre. Il faut vraiment qu'on accompagne le projet que vous aurez choisi. C'est vraiment mon message. Quel que soit le projet que vous retenez dans votre copro, il faut vraiment qu'on soit au rendez-vous pour que le raccordement se passe bien. Quand même, on se permet le message de dire, vu qu'on estime que le véhicule électrique, ça deviendra le quotidien, et puis avec tout le monde en aura. Il y en aura 50% en 2035, comme on a vu tout à l'heure. On se dit que quand même, une copro a intérêt à se poser la question d'une infrastructure collective plutôt que simplement attendre que chacun fasse sa demande de droit à la prise. Donc, ça va bien marcher pour les premiers. Mais au bout d'un moment, il y a la personne qui va finalement faire passer le seuil, à qui on va dire ça va vous coûter plus cher d'avoir votre compteur à vous parce que il n'y a plus la puissance disponible. Donc, on a quand même un message qui est quand même de dire si la copro se projette, vaut mieux avoir un raisonnement collectif sur ce sujet des bornes de recharge plutôt que attendre que chacun fasse sa demande individuelle. En effet, il y a cette question de l'anticipation et de voir un petit peu plus loin dans le temps et de se projeter sur du collectif qu'on comporte également. Mais je vous laisse parler des différentes options. Et donc là, c'est des options. Alors, ce n'est pas des options Enedis, c'est des choses qui ont été validées alors je ne sais pas dans quel texte, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est possible de faire quand on est en copro et qu'on a un projet de borne de recharge. Je vous ai remis le petit guide à gauche, c'est un guide ouvert au public. C'est un guide que Enedis nous on a fait en se disant il y a besoin de pédagogie sur ce sujet. Donc les schémas que je vous présente à droite, en fait, ils sont issus de ce guide-là qui est disponible.
Et là encore, je pense qu'il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Ça va dépendre du contexte de votre copro, de la taille du parking, donc la taille de la copro, de l'appétence et puis de là où les copros sont prêtes finalement à investir dans une structure collective ou au contraire de plutôt laisser juste ceux qui sont utilisateurs de véhicules électriques payer leur infrastructure. J'allais dire tout est possible. Et voilà. Nous, Enedis, il faut que quelle que soit la solution que vous reteniez, vous ayez tous les éléments sur le coût et la solution technique de raccordement et que du coup, vous puissiez présenter votre projet en AG avec tous les éléments. C'est vraiment ça notre mission. Là encore, on n'installe pas de borne, donc vous aurez de toute façon besoin de solliciter des gens qui installent des bornes, des électriciens, des opérateurs de recharge, des bureaux d'études potentiellement pour vous aider sur ce sujet-là. Mais voilà, sachez que la mission d'Enedis, c'est de vous répondre en temps et en heure sur ce que coûterait votre raccordement de votre projet IRVE. Donc, si on zoome sur les solutions techniques, là, celle qu'on a mise en 1, c'est de se dire, une des possibilités, c'est de faire la même chose que l'alimentation de vos logements avec une colonne qu'on appelle colonne montante et puis une dérivation qui alimente chaque logement. Donc, c'est de reproduire ce schéma-là, mais en colonne horizontale et en se disant, finalement, on crée du réseau public dans le parking. Et puis, quand une personne a besoin d'avoir une alimentation sur sa place de parking, d'ailleurs, derrière, elle peut alimenter autre chose qu'une borne de recharge. Ça peut être une lumière, ça peut être motoriser la porte du garage, je ne sais pas moi, une cave à vin. Elle peut demander son propre compteur. Et vu que le réseau collectif est déjà présent dans la collectivité, du coup, la démarche est plus simple puisqu'il y a juste besoin de venir se raccorder sur ce câble et de lui installer son compteur. Donc ça, c'est une des solutions possibles. Ce qui est bien, c'est que c'est chacun son compteur, chacun son fournisseur d'électricité. Ce qui est moins bien, c'est que ça oblige finalement tout le monde à financer la partie collective. Et ça, on voit que dans certaines copros, ça coince un peu parce que ce câble en rouge là qui est dans le parking, il faut que tout le monde le finance. Et donc des fois, ça, c'est pas la solution retenue, mais c'est pas un problème. En 2, il y a aussi le fait de se dire, finalement, souvent, les copros, il y a déjà des services généraux installés, il y a déjà tout ce qui est l'alimentation électrique qui est déjà en place. Donc, il ne faut pas non plus écarter cette possibilité de se dire, finalement, les bornes de recharge, c'est juste un usage sur les communs en plus. Donc, pourquoi pas utiliser l'abonnement et le compteur des services généraux pour installer les IRVE. Dans les faits, ce qu'on voit, c'est que ça s'y prête bien peut-être à des petites copros, mais assez vite, finalement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la puissance disponible sur votre compteur des services généraux pour installer des bornes pour tout le monde. Donc, ça peut répondre à un besoin court terme, mais voilà, c'est assez rare que des grosses copros, finalement, partent sur cette solution-là, mais c'est une des solutions possibles. Et la solution 3, donc là, c'est un peu un compromis, c'est de se dire, bon, on crée quand même un nouveau compteur. Donc pour nous, Enedis, ça consiste à créer un nouveau compteur dédié aux bornes de recharge qui permet de couvrir un besoin qui va évoluer. Et là, à ce moment-là, c'est plutôt un opérateur de recharge ou un électricien qui câble le parking selon le besoin des différents utilisateurs. Souvent, l'intérêt, c'est que ça permet finalement de ne câbler que les gens qui ont un véhicule électrique et puis de rajouter au fil de l'eau les nouveaux utilisateurs. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas une solution idéale pour une copro, mais c'est bien de toutes les connaître et quand vous faites votre étude finalement et que vous présentez un dossier en AG, que vous puissiez avoir les éléments, notamment financiers, associés à chaque solution. Et puis là, c'est aussi pour rentrer un peu dans du concret en disant, c'est pas un sujet futuriste. On n'est pas en train de parler du futur. On est en train de parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc là, je vous ai mis, désolé, c'est un peu des chiffres, mais c'est les nombres de demandes de copropriété que nous, Enedis, on a vu passer donc sur ce thème des bornes de recharge. Donc, ça ne présage pas de la solution retenue, mais en gros, vous voyez, on compte un pour une demande de copro. Donc là, sans surprise, ça fait ressortir les Hauts-de-Seine, et notamment Neuilly, et je crois que c'est Boulogne, la deuxième.
Ça fait donc beaucoup moins de dossiers en deuxième couronne. Hein. C'est quand même un sujet de la première couronne. Et puis, on ne voit pas apparaître Paris, mais aussi Paris, il y a pas mal de demandes. Et puis, ponctuellement, là, la grande commune, c'est Saint-Germain-en-Laye. Et puis, un peu plus bas, le 27, là, c'est Versailles. Donc, il y a aussi c'est un vrai sujet pour en deuxième couronne sur Saint-Germain et Versailles. Mais sinon, la plupart de nos dossiers aujourd'hui de copro, c'est quand même le 92 et votre territoire en particulier. À droite, je vous ai mis, donc ça, c'est les chiffres. À gauche, c'était la vue géographique. À droite, c'est les chiffres mensuels, sans regarder les couleurs parce que ça apporte pas grand-chose. La tendance est globalement à la hausse. Et là, si on prend le mois de janvier, on a quand même reçu 100 demandes de raccordement liées à des IRVE en copropriété. Donc, nous, Enedis, c'est à peu près, voilà, c'est 100 dossiers en janvier. Donc, on peut estimer que c'est 100 copropriétés qui sont en train de se poser des questions sur un projet de borne de recharge dans leur parking. C'est à la fois peu, mais à la fois suffisant pour commencer à en tirer des enseignements. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce truc-là. Donc, c'est déjà concret, quoi. Et donc, voilà, ce que je voulais terminer sur quand même en disant, c'est quoi nos sujets de réflexion actuels et ça va permettre d'alimenter aussi les échanges. Hein. Aujourd'hui, on voit que c'est pas complètement fluide quand même pour une copro qui se lance dans ce sujet-là, parce que c'est nouveau, parce que une copro, elle va en faire qu'un potentiellement dans la durée de vie de la copro, il n'y aura qu'un projet IRVE à mener. Voilà, mais il y a besoin de monter en puissance, mais ça va venir. Et du coup, nous, Enedis, comment on se positionne là-dedans, c'est qu'on a vraiment la volonté et du coup, on essaie de mettre les ressources suffisantes pour qu'une copro qui a besoin d'éléments et techniques et financiers sur son raccordement, donc je ne parle pas des bornes, je parle vraiment que de la partie raccordement au réseau, il faut qu'on puisse vous fournir tous ces éléments-là dans des délais courts et en vous précisant exactement ce que ça couvre et ce que ça ne couvre pas, puisque notre activité est régulée, donc il y a des choses qu'on ne fait pas, donc il faut que ce soit assez clair quand on vous répond le devis qu'on vous envoie, ce que ça couvre. Donc ça, c'est vraiment... il faut qu'on soit exemplaire sur ce sujet-là. On a un deuxième sujet où on voit que c'est un écosystème qui est en train de se développer. Donc, nous, il faut vraiment qu'on travaille avec tout le monde de façon neutre. Donc, il faut qu'on travaille avec les gens qui installent les bornes pour leur présenter les différentes solutions et pour pouvoir, quand eux nous sollicitent justement sur quelle est la solution de raccordement du projet, il faut qu'on leur fournisse les éléments au même prix qu'on les fournirait à la copropriété directement. Voilà, on sent bien que voilà, c'est des acteurs qu'il faut qu'on accompagne, en tout cas qu'on soit exemplaire vis-à-vis d'eux dans les réponses qu'on apporte dans les projets IRVE. On se dit aussi que plutôt que d'attendre que les demandes arrivent, et c'est l'objet finalement de l'intervention d'aujourd'hui que je trouve très, très utile, hein, c'est de se dire allons de façon proactive parler du sujet et n'attendons pas finalement de recevoir une demande. Donc allons voir les collectivités. Hein. On a des rencontres avec les mairies dans le cadre de nos activités. Donc on en profite pour parler du sujet mobilité électrique, pour leur faire prendre conscience que c'est un vrai enjeu. Allons voir les syndics de copro et puis les conseils syndicaux comme vous pour parler mobilité élec en disant même si ce n'est pas aujourd'hui, d'ici 5 ans, c'est sûr que vous aurez des locataires ou copropriétaires qui vont vous poser la question de la borne de recharge dans le parking. Et puis aussi, comme c'est quand même un sujet qui reste un peu nouveau, il y a encore des choses à construire. Donc, on travaille sur pas mal d'expérimentations et notamment dans des résidences. On a encore besoin d'apprendre sur, par exemple, qu'est-ce que c'est la consommation exacte d'une borne de recharge en copropriété, comment elles foisonnent entre elles. Donc, foisonner, c'est en gros, est-ce que les gens se rechargent tous en même temps ou au contraire, ils arrivent tous à se recharger la nuit. Donc, on a encore besoin d'expérimentation. Donc, je pense que sur notre territoire, c'est même sûr, on aura des copros un peu pilotes, hein, sous réserve qu'elles soient d'accord, mais où on va chercher à mettre des solutions un peu nouvelles de pilotage de la recharge. En gros, c'est comment on incite les utilisateurs à plutôt se recharger la nuit que le soir au moment de la pointe des usages. Voilà, c'était ma conclusion. Je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très, très clair sur cette présentation et nous, on rejoint totalement cette approche-là, hein, d'être vraiment au cas par cas. Chaque propriété
Copropriété est une situation particulière, donc à étudier sur les différentes solutions, voir celle qui correspond le mieux à votre configuration, aux aspirations des copropriétaires et aussi à la technique, à la configuration de votre parking, à la configuration de votre raccordement. Et avec toujours cette question-là sur laquelle on insiste, c'est de vraiment anticiper le besoin, voir toujours un peu plus loin. C'est des choses qu'on dit nous en rénovation énergétique sur d'autres sujets aussi constamment et l'installation de ce type d'infrastructure ne fait pas exception à cette question de l'anticipation également. Alors j'en profite, il y a une petite question dans le chat qu'on va prendre là, même si on a des questions-réponses aussi à la fin sur lesquelles vous pourrez bien sûr échanger. Donc une question, on me dit bonjour, j'anticipe une question. On m'avait expliqué qu'avec la solution IRVE, on ne pouvait pas éclairer le garage ni motoriser la porte. Est-ce que c'était une prise, parce que c'était une prise spéciale prévue uniquement pour le chargement de la voiture? Je ne sais pas si on a une réponse particulière à apporter à cela. Ouais, Si. c'est vrai que si on parle d'une borne, c'est des prises type 2, donc c'est plutôt des prises dédiées aux véhicules électriques, mais c'est vrai qu'une fois que la place de parking est électrifiée, on pourrait envisager que c'est pas trop compliqué de rajouter une prise classique pour d'autres usages et c'est le cas si vous avez le compteur sur votre place de parking. Souvent, il y a un petit tableau client Voilà. et dessus il y a souvent une prise, quoi, un peu comme à la maison finalement, quoi. Voilà, donc tout dépend de ce que vous avez configuré dans votre type d'installation, si c'est seulement une borne ou si c'est un compteur, en effet. Donc, je vais passer la parole à mon collègue sur la partie des aides financières, plus particulièrement, et puis des professionnels, justement, qui sont labellisés pour faire ce type d'installation. Alors oui, effectivement, il y a des aides disponibles pour l'installation de bornes en copropriété notamment, et on va commencer par le crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt concerne, donc c'est également tout récent, donc ça concerne les travaux réalisés entre le 1er janvier 2021 et ça donne du temps parce que c'est jusqu'au 31 décembre 2023. Ça concerne les propriétaires occupants, mais également les locataires et les occupants à titre gratuit qui, bien sûr, seront ceux qui auront payé l'installation de cette borne. Ça concerne la résidence principale, mais également le secondaire, sachant qu'une chose importante, c'est que c'est limité à une borne par célibataire, 2 bornes pour un couple qui a une imposition commune, et également une borne par résidence secondaire et donc par contribuable. Le montant, il est de 75% des dépenses éligibles, postes comprises, avec un plafond d'aide, un plafond de crédit d'impôt, qui peut monter jusqu'à 300 €. Les travaux, bien évidemment, doivent avoir été réalisés par un professionnel. Et également, bien évidemment, un peu comme les travaux d'amélioration énergétique également, il y a des normes à respecter, qu'elles soient françaises ou européennes, et ça, le détail est donné, notamment, on peut vous donner le détail est assez aisé à trouver, et ça, c'est à charge aux professionnels de proposer des installations qui sont normées, et qui rendent éligibles au crédit d'impôt. Donc, à côté de cette solution crédit d'impôt, vous avez une autre possibilité d'aide. Donc, il s'agit de l'aide Advenir. Pour les bornes de recharge individuelles, le montant est de 50% des dépenses éligibles, postes comprises, avec un plafond d'aide à 960 €. Advenir, c'est le nom officiel de cette aide-là, qui est basée sur les certificats d'économie d'énergie qu'on retrouve également dans les travaux d'amélioration énergétique. Et donc, cette aide-là, elle ne concerne que la copropriété, pas les maisons individuelles. Donc, on est bien sûr dans l'entrée pour le moment borne de recharge individuelle, donc uniquement copropriété, pas en maison individuelle. Des critères techniques, des normes et des obligations sont à respecter. Par exemple, dans le cas des bornes de recharge individuelles, la puissance de ces recharges doit être entre 2,2 et 22 kW. De la même manière que pour le crédit d'impôt, il faut que l'installation soit faite par une entreprise, un installateur qualifié IRVE. Et vous avez d'ailleurs la liste sur le site, donc, sur lequel vous devez demander cette aide-là. Il s'agit de advenir.mobi.
Et également, chose importante, c'est que l'offre également proposée par l'entreprise doit être également labellisée Advenir. Donc, il y a une double labellisation, celle de l'installateur, de l'entreprise, mais également celle de l'offre qu'il propose et qu'il vous propose à vous. Et donc, comme je vous l'indiquais, l'aide, la prime doit se faire sur le site advenir.mobi et il est fortement conseillé que ce soit non pas le client, mais plutôt l'installateur qui fasse la demande pour vous. Notamment parce qu'il a connaissance précise des critères, des données techniques. Et vous le verrez sur advenir.mobi, il y a beaucoup de critères à respecter pour pouvoir avoir le droit à cette aide-là. Donc ça, c'est pour la borne de recharge individuelle. Vous avez également la possibilité de bénéficier de cette aide-là pour des bornes de recharge collectives. Le montant est de 50% des dépenses éligibles, pause comprise également, avec un plafond d'aide à 1 600 € par borne. Donc, c'est plus intéressant. Accessible à tous les habitants. Les critères techniques, vous voyez, il y a une différence. La puissance minimale, elle n'est non plus de 2,2, mais de 3,7 kW, donc entre 3,7 et 22 kW pour les bornes. De la même manière, on est sur les mêmes critères au niveau des installateurs, mais également de l'offre. Et de la même manière, l'aide doit se faire sur advenir.mobi et en général, fortement conseillé que ce soit l'installateur qui la fasse pour vous. Alors, je profite de prendre la suite. On a une petite question sur le chat, Moustapha, auquel tu pourras répondre, qui est comment l'ALEC accompagne-t-elle les copropriétés dans les études qui sont faites pour la mise en place de ce type d'installation en copropriété? Nous, on est personne ressource. Donc, on est là pour vous accompagner, notamment dans le cas, par exemple, des bornes de recharge. On est là pour vous conseiller au mieux quel que soit le niveau de maturation du projet, par des aides, par des conseils sur, par exemple, les cahiers des charges, les études à faire notamment des bureaux d'études, une information permanente, le plus à jour possible sur les aides disponibles, mais également un avis technique sur les propositions qui vous ont été faites. Donc, il y a un avis technique, sachant que nous, on est là pour le conseil. On est là sachant que la décision finale, elle est la vôtre. Mais par contre, c'est la raison pour laquelle on vous conseille fortement de faire une étude, et là je pense notamment aux bornes de recherche collective, une étude type cahier des charges avant travaux, mais avant même décision. Oui, oui. Et je précise qu'on est aussi disponible à l'ALEC, comme pour les travaux de rénovation énergétique, Oui. pour l'assistance pour les prises de décision, également pour sensibiliser les copropriétaires en amont et en AG aussi, éventuellement, faire une présentation des solutions, expliquer les aides financières et avoir tout ce travail de pédagogie avec les copropriétaires en fonction du besoin sur votre copropriété. Voilà, le but, c'est de passer l'information sur laquelle vous pourriez vous appuyer pour diffuser l'information. Effectivement, on est là en tant qu'appui, notamment à des fins de communication, de pédagogie en direction des copropriétaires, parce que c'est également important dans le cadre d'une décision qui est collective. Donc, effectivement, on est là également pour ce côté-là, et avec plaisir en plus. Alors, je vous propose de passer à la prochaine partie. On vous propose un retour d'expérience d'une copropriété à Neuilly-sur-Seine qui a réalisé ce type d'installation. Et donc, je passe la parole à Monsieur Cap, que je remercie pour sa participation aujourd'hui et son témoignage. Donc, je vous laisse la parole. Bien, bonsoir, vous m'entendez? Fait, Monsieur Cap. Alors, je vais vous laisser passer mes slides, merci beaucoup. Donc, la première réalisation dont je parle ici, c'est donc à Neuilly-sur-Seine, un immeuble des années 90 où il y avait 2 étages de parking. Et en fait, en 2017, lors de l'Assemblée générale, un copropriétaire a demandé à faire valoir son droit à la prise. Donc, c'était un droit individuel au départ, bien sûr. Ceci étant, le programme Advenir n'existait pas, mais je savais qu'il allait être lancé. Donc, j'en ai informé un peu la copropriété et finalement, le conseil syndical a pensé qu'il était intéressant de regarder plus globalement le problème et finalement, parce que d'autres seraient sans doute intéressés, donc de faire l'approche globale telle qu'elle vient d'être expliquée. Bon, alors à l'époque, les choses n'étaient pas peut-être aussi précises qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'offres, il y avait beaucoup de fournisseurs, etc. Bon, on a consulté tout ce petit monde, on a choisi une solution que je présenterai tout à l'heure.
et donc qui est finalement la solution numéro 1, ce que l'on appelle colonne horizontale, qui est propriété de la copropriété et en laquelle ensuite chacun vient se raccorder dessus. Et puis donc à l'Assemblée générale de 2018, là le vote a été fait à l'unanimité. Et ensuite, donc l'unanimité donc pour la partie services généraux, enfin je dirais la colonne horizontale collective. Hein. Et puis par la suite, eh bien, il y a déjà 7 copropriétaires qui ont installé une borne dans leur box. Hein. Donc généralement avec le compteur Linky, la borne elle-même et puis le dispositif également qui permet de charger en heure creuse. Alors peut-être on peut continuer. Voilà, donc la colonne horizontale collective, donc c'est la première solution. Moi c'est la seule que je connais, donc je vais pas parler des autres. Ce qui me semble intéressant, c'est que finalement, on n'est pas limité par l'évolution future, justement, parce qu'on a une ligne Enedis qui est suffisamment dimensionnée pour accepter finalement tous les parkings à terme. C'est un vrai actif de la copropriété, donc ça donne aussi un peu de valeur. On peut mettre donc 7 kW sans problème, et ce qui permet des recharges complètes rapides. Et puis, liberté totale de chacun, ça c'est important aussi. Chacun va pouvoir choisir la borne qu'il veut, le fournisseur, le contrat, etc., en venant raccorder sa borne individuelle à l'installation collective. Donc c'est une solution qui est quand même évolutive, hein. On peut même demain penser à la charge réversible. Et puis surtout, finalement, quand on compare avec ce qu'il y a sur le marché, les solutions locatives, qui évidemment apparaissent moins chères au départ, parce qu'il n'y a pas d'investissement, mais par contre, on s'engage dans la durée. Et en réalité, quand on compare un petit peu, selon le kilométrage des véhicules, finalement, il est plus intéressant d'investir finalement cette installation collective plutôt que de partir dans des solutions locatives. En tout cas, c'est l'analyse que nous, on avait faite. On peut continuer peut-être. Alors voilà, donc des coûts, alors des coûts très récents, parce que j'ai d'autres expériences plus récentes que 2017. Donc ça, c'est les coûts actualisés pour une autre copropriété. Donc on retrouve la colonne horizontale, donc c'est ça qu'on vote en AG, et uniquement ça. Donc il y a une subvention d'Enedis déjà de 40%, et puis 50% du solde. Il faut aussi préciser qu'on est encore dans les 3000 premières copros, et donc il y a peut-être à profiter aussi aujourd'hui de taux d'aide plus intéressants. Et puis le coût résultant, finalement, ça dépend évidemment de la taille du parking, mais si on le ramène finalement au box, en fait, bien, selon les copropriétés que je connais, c'est quelque chose qui évolue entre 130 et 200 euros par box. Donc c'est quand même pas une dépense phénoménale pour donner de la valeur à son box et préparer l'avenir. Alors ensuite, si on met une borne individuelle, donc là, voilà un exemple, hein, mais il y en a d'autres qui peuvent être moins chers ou plus chers. Donc, en tout cas, ici, pour un coût de 2600 euros, toute taxe, donc incluant l'ensemble, borne, compteur, raccordement, etc. Il y a la prime à devenir de 600 euros. Il y a également une prime pilotage énergétique, vous n'avez pas parlé, mais justement, dans les 3000 premières copros, etc., c'est intéressant aussi, 360 euros. Et il y a le crédit d'impôt qui continue, effectivement, quels que soient d'ailleurs les revenus du ménage, il faut le dire également, de 300 euros. Donc, ça fait finalement un prix de revient de 1340 euros. Donc, vous voyez, vous avez quand même 50% de subvention sur ce type d'installation. Et les primes à devenir, généralement, sont effectivement demandées par l'installateur et sont reversées assez rapidement, je dirais, dans un délai d'un mois à peu près. Donc, voilà comment ça se présente aujourd'hui. Alors, j'ai peut-être un dernier slide, peut-être. Voilà, donc un petit peu l'analyse que personnellement je fais. Donc, il y a toujours un copropriétaire motivé, hein, c'est celui qui veut acheter une voiture et qui veut faire jouer son droit à la prise. Ensuite, dès que le conseil syndical s'intéresse au problème, effectivement, on regarde assez rapidement une solution collective, on va comparer. Bon, le syndic va s'impliquer plus ou moins, c'est en général plutôt le conseil syndical qui va s'impliquer. Et puis, comme je disais, pour faire voter en assemblée générale, à mon avis, il faut présenter les choses simplement, hein, et finalement, l'investissement de 150 euros, 200 euros par box, c'est quand même pas considérable. On a pas mal de retours d'expérience, notamment sur la commune où je suis. Et on échange beaucoup aussi entre conseils syndicaux. Et finalement, petit à petit, on se fait un petit peu notre expérience et on progresse. Parce qu'en 2017, on était vraiment des pionniers. Bon, aujourd'hui, les choses sont plus carrées et voilà, on peut monter un peu en compétence en échangeant entre conseils syndicaux. Et puis, bien sûr, l'appui de l'ALEC et l'Enedis, ça vous a été présenté tout à l'heure. Il faut effectivement en profiter. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en termes d'exemples
vécu sur une, même plusieurs copropriétés sur Neuilly, avec la solution numéro 1 en tout cas. Et merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être une petite question de précision. Vous avez du coup un peu d'expérience sur ces sujets novateurs. Est-ce que vous avez eu des freins particuliers au sein de la copropriété quand vous avez mis en place cette solution-là? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Non, en fait, non. Je pense que c'est vraiment la façon dont on le présente. Tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est quand même des solutions un peu compliquées. On ne le fait qu'une fois dans sa vie. Et donc, on tâtonne beaucoup, en fait, hein, et surtout il y a quelques années. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être conseillé, et notamment peut-être par vous, pour faire cette comparaison de manière rapide, finalement, et puis tout de suite voir quelle est la solution la meilleure pour notre copropriété, quoi. Mais en fait, je pense que c'est vraiment important, c'est le conseil syndical et puis la façon de le présenter à l'Assemblée générale de manière très, très simple et très, très didactique. Et en général, on a un vote qui n'est pas loin de l'unanimité, quoi. Oui, en effet, quand les choses sont clairement explicitées avec les coûts, avec l'intérêt de cette solution-là, c'est plus facile de prendre des Ça se fait décisions. très vite, de toute façon, ouais. Et Il faut j'en le profite. travailler en amont, bien sûr, hein. Oui. Et j'en profite pour rebondir sur une question qui est dans le chat. Bonjour Monsieur Cap, pourquoi avez-vous choisi la solution Enedis plutôt que Zplug? Est-ce que c'est notamment parce que c'est une solution locative? Qu'est-ce qui vous a fait, vous Partie de ce qu'on a montré sur un slide tout à l'heure, hein, effectivement. Ça, c'est pas ma copropriété qui a fait la comparaison, c'est une autre, qui a montré un petit peu, selon le kilométrage fait par les voitures, qu'en fin de compte, au bout de 2 ans ou au bout de 4 ans, selon le kilométrage, finalement, la solution avec investissement était moins coûteuse. Donc, vous savez, c'est toujours pareil, quand on compare investir ou louer, bon, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, on a considéré que finalement, il valait mieux investir. Et puis, effectivement, le fait que Enedis fasse l'installation, etc., c'est quelque chose qui est rassurant aussi pour les copropriétés, je crois. Donc voilà un petit peu comment ça s'est fait et pourquoi on est parti sur ces solutions. Oui, ça rejoint tout à fait ce que disait Monsieur Mercier d'ailleurs tout à l'heure sur la question de l'anticipation et d'une vision à moyen, long terme plutôt qu'une vision court terme sur ce type d'installation. Alors, donc on a un temps de questions-réponses. Donc, je vous invite soit à poser des questions sur le chat, soit ouvrir votre micro. Et puis, on a une dizaine de minutes, là encore, sur le timing sur lequel on s'était fixé, pour échanger, que ce soit avec Monsieur Mercier, Monsieur Cap ou avec l'ALEC directement. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, poser vos questions ou alors les mettre sur le chat et puis moi je vais les relayer à l'oral sans problème. Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Oui, j'ai une première question. Alors moi je suis en copropriété, donc je suis membre du conseil syndical récemment et j'ai 2 véhicules électriques et la question que j'ai c'est tout simplement est-ce qu'on peut installer des bornes en droit à la prise, sachant que les parkings sont privés, enfin ne sont pas privés, c'est-à-dire c'est des places non attitrées, tout le monde peut stationner. C'est un peu particulier et du coup j'ai besoin de vos lumières tout simplement. Alors, la question, effectivement, le droit à la prise, il s'appuie notamment sur le fait de bénéficier d'un espace de stationnement. Donc, effectivement, le terme bénéficier, je pense qu'il a son sens et qu'il est lourd. Je pense que c'est surtout, de mon point de vue, au niveau de la copropriété que les choses peuvent se jouer. Essayer de voir est-ce qu'il n'est pas possible. Tout se joue au niveau du règlement de la copropriété. Quel est le statut des places de parking? Est-ce qu'il est possible d'en acquérir une, ou alors de dédier une place de stationnement à la recharge de véhicules électriques. Mais dans ce cas, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs copropriétaires qui sont un peu dans votre démarche. Mais le nœud des problèmes ou de la complexité, elle se passe au niveau du statut des places de parking en général dans votre copropriété, mais également d'une en particulier, celle qui pourrait faire l'objet de l'installation d'une borne. Mais effectivement, sur le principe, on parle bien de bénéficier d'un espace de stationnement. Bénéficier, ça induit le fait d'en être propriétaire, je pense.
Et peut-être Alors, poser une question à Monsieur Mercier. Est-ce que vous avez des retours d'expérience justement de places partagées en copropriété? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà expérimentées? Oui, c'est pas la majeure partie parce que la plupart du temps sur le territoire que j'accompagne, les places elles sont quand même attitrées. Mais nous, du coup, dans ce cas-là, nous, on a tendance à dire que c'est plutôt un avantage parce que finalement, vous avez déjà ce côté mutualisation. Et donc, vous pouvez finalement, vu que les places sont pas attitrées, bah, il suffit d'installer à un endroit donné, souvent à l'entrée du parking, 4-5 bornes. Et ça comme vous ne vous rechargez pas tous les jours, bah, ça permet de mutualiser. Donc, les bornes sont plus utilisées. Donc, à la copro, ça coûte moins cher. J'avais pas perçu pour moi, c'était plutôt un avantage, mais j'avais pas perçu qu'effectivement, c'était plus compliqué du coup de faire valoir le droit à la prise Ouais, dans ce c'est cas-là, clair. effectivement. Ouais. Mais en tout cas, du coup, dans ce cas-là, vous n'avez pas un compteur par place et vu que vous mutualisez les bornes, bah, vous les utilisez plus. Donc, pour moi, c'était plutôt un intérêt. Je sais qu'on a une copro comme ça à Saint-Cloud. Si vous voulez, si la personne est d'accord, on pourrait lui demander un petit retour par écrit de son Bien sûr. expérience. Donc c'était pas un parking, pour le coup, c'était pas un parking couvert, c'était un parking à l'extérieur, mais du coup, elle avait mis des grappes de bornes à certains endroits clés de la copro. Et je trouvais ça intelligent finalement. Voilà. Merci. moi, mon problème, c'est surtout avant tout, je suis pionnier. Il y a 2 véhicules uniquement et avec ces 2 véhicules, je suis un peu pionnier. La question, c'est surtout vis-à-vis des autres propriétaires et locataires. Ça veut dire que concrètement, et pour eux, de leur point de vue, c'est combien ça va coûter. Enfin, ça va coûter quand même, il y a quand même un coût supplémentaire. L'augmentation de l'abonnement, on a tout à l'heure évoqué rapidement, mais du coup, ça a quand même une influence sur l'étude est en cours, mais a priori, ça va être obligatoire. Il y a aussi l'aspect purement des places, ça veut dire moins de places disponibles pour eux, je dis bien dans leur mentalité. Donc du coup, voilà, il y a quand même pas mal de questions et les gens ne sont pas forcément tous prêts. Les nouveaux locataires ou propriétaires sont plutôt très ouverts au niveau de cette étude, mais les anciens sont très très réfractaires. Donc voilà, il peut y avoir aussi un conflit et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi le retour d'expérience d'autres installations, parce que du coup, je ne vous cache pas, je suis un peu Tout à fait, un retour d'expérience et puis peut-être un accompagnement aussi pour sensibiliser les copropriétaires qui sont un petit peu réfractaires. On parlait du rôle de l'ALEC dans toute cette phase de sensibilisation et d'information. N'hésitez pas à revenir vers nous pour anticiper ça et puis l'organiser au mieux. Alors, on a une question sur les parkings extérieurs. Alors, comme l'a précisé mon collègue, ce droit à la prise, ça concerne depuis le 1er janvier 2021 également les places de parking qui sont en extérieur. Alors, je relis les questions en même temps. Oui, vous aurez les contacts mail, je vous les mets juste là. Donc là, vous avez le mail de Monsieur Mercier et le mail de l'ALEC que je vais vous mettre dans la diapositive juste suivante. Donc n'hésitez pas à revenir vers vous. J'ai vu qu'il y avait une question sur les puissances unitaires aussi. Enfin, je ne sais pas si on Oui, répond à allez-y. tout. On essaie de répondre à tout et puis Ah, pardon, pardon. on Oui, a un oui. temps limité et à un moment on arrêtera les questions et D'accord. on arrêtera le webinaire. Mais je vous en prie, si vous avez vu une question à laquelle vous Oui, pouvez répondre, du coup allez-y. sur la partie électrifiée, donc ouais, on parle, c'est quand même beaucoup les parkings souterrains, mais enfin nous Enedis en tout cas, on est obligé de vous répondre sur la partie aussi parking extérieur, hein, donc on n'a pas le droit de vous dire non, c'est pas possible. Ce sera peut-être plus cher, hein, c'est souvent plus cher parce que ça oblige, enfin déjà ça vous oblige à faire des travaux un peu plus conséquents. Et la question du coup, qui doit payer les frais d'électrification? En fait, pour moi, c'est tous ceux qui ont une place de parking. Alors, je ne suis pas expert de tous les répartitions, mais c'est les tantièmes des gens qui ont le parking et pas les tantièmes des habitants, quoi. Ça, je ne sais pas comment ça se fait concrètement, mais en tout cas, c'est ce qu'on a toujours répondu. Et pour la puissance max, bah, dans les faits, il n'y en a pas qui est imposé par par l'infrastructure. Même si souvent on conseille une puissance qui nous semble raisonnable parce que souvent les copros n'ont pas de notion de puissance, mais j'allais dire à vous aussi de nous demander la puissance que vous souhaitez si vous estimez qu'elle est trop faible. Nous, on part du principe quand on dimensionne le réseau que la puissance standard c'est 7,4 et pas 22.
Après, je pense qu'une copro, quand elle fait voter son projet IRVE, elle pourrait imposer un type, enfin en tout cas une puissance limite pour les bornes. Ça, j'ai déjà vu sur une copro, mais là encore, c'est pas moi le plus expert. En tout cas, techniquement, il n'y a pas de limite sur la puissance de la borne que vous pouvez mettre à titre individuel si on parle d'une solution colonne horizontale. Mais c'est vrai qu'effectivement, si tout le monde... Et là encore, c'est un peu mon sujet aussi d'introduction, on a des gens qui veulent mettre des bornes 22. Je vais dire, techniquement, c'est possible, mais de toute façon, il faut raisonner en usage. Et si votre borne 22, elle vous sert de toute façon à recharger un véhicule qui fait que 30 km par jour, bah, votre charge, elle sera faite en une demi-heure. Donc voilà, une demi-heure sur toute la nuit, ça permet aux autres d'utiliser le reste du temps pour se recharger. Donc, c'est pas vraiment un sujet la puissance en tant que telle, c'est plutôt l'usage et le fait de piloter la recharge pour que finalement chacun se recharge potentiellement à un moment différent. Voilà. C'est vraiment le calibrage en fonction du besoin. Je pense que c'est important d'insister sur ce point-là et de vraiment bien définir le besoin pour du coup faire l'installation qui correspond et qui est bien en adéquation avec ce besoin en face. Exactement. On pourrait imaginer quelqu'un qui est en copro, mais un type VTC ou taxi, qui a plutôt un usage pro de son véhicule électrique. On pourrait imaginer qu'il souhaite peut-être une borne 22. Techniquement, ce serait possible, quoi. Voilà, Alors, peut-on exiger le calcul des puissances versus capacité du réseau de la part d'Enedis pour éviter un blackout de la résidence? Alors ça, je ne sais pas si on est dans le blackout, mais est-ce que du coup, il y a un calcul de puissance qui est fait pour justement cadrer? Pour toute demande de raccordement, on fait une étude et nous, Enedis, on doit vous fournir la meilleure solution technico-économique pour la puissance que vous nous demandez. La petite subtilité des projets IRVE, c'est que souvent la copro, elle ne sait pas forcément à l'avance la puissance. Et dans ce cas-là, on applique la même formule que pour le 9. Ce n'est pas une formule Enedis, vous pouvez la trouver. On estime que le besoin de puissance pour un parking, vous trouvez la formule. Il y a du foisonnement, donc il ne faut pas simplement faire la somme de tous les points de charge individuels. C'est une formule que vous pouvez trouver plutôt pour le 9, c'est 20% fois 7,4 qui serait le point de charge unitaire, fois le nombre de places totales, fois 0,4. Donc ça vous fait une certaine puissance. Mais il faut savoir que si ça ne semble pas correspondre, vous pouvez nous demander n'importe quelle puissance et nous, on doit vous fournir la solution qui répond à cette puissance-là, en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque de blackout puisque l'infrastructure, on l'a construit pour la puissance que vous nous demandez. Le seul risque qu'il y a, c'est que si finalement vous demandez une puissance très faible, ce qui est votre droit, il n'y a pas de problème, il y a un moment où vous dites, non, on ne peut pas rajouter de compteur dessus. Je ne sais pas, à la 10e personne ou à la 20e personne, on ne peut pas rajouter de compteur dessus parce que ça fait dépasser la puissance globale de l'infrastructure qui a été construite, quoi. Mais je pense que si on part sur une formule de dimensionnement comme pour le 9, la copro est tranquille pour jusqu'en 2035 ou 2040, quoi. Enfin, Oui, bonjour, excusez-moi, je vais ajouter oralement parce que par écrit c'est long. En fait, on a fait la demande auprès d'Enedis. Actuellement, on n'a que 2 ou 3 copropriétaires qui seraient intéressés, mais il y a un souhait du conseil syndical d'électrifier, de préparer le futur. Et donc, effectivement, on ne connaît pas la future puissance qu'on pourrait avoir, mais dans la première offre que nous avons reçue, c'était écrit que la capacité du réseau permet d'électrifier tous les parkings extérieurs et tous les box extérieurs et 20% de parking. Et au-delà, il faut augmenter la puissance globale. Et donc la question, est-ce que s'il fallait augmenter la puissance globale, est-ce que ça touche tous les copropriétaires ou uniquement les propriétaires des parkings et des box? Et dans ce contexte, est-ce qu'il ne faut pas imposer une puissance maximale pour les futures bornes parce qu'on électrifie en prévision de futures demandes de compteurs individuels, mais sachant qu'il n'y en aura pas, tout le monde ne va pas demander tout de suite des bornes. Je ne sais pas si j'étais claire. Si, c'est une question qu'on a souvent, donc je vois à peu près l'enjeu. Pour moi, il faut qu'on dimensionne
pas trop, parce que j'allais dire, sinon on construit une infrastructure pour rien avec un coût qui est surdimensionné. Par contre, il faut que la puissance qu'on estime intelligente, elle couvre le besoin de toute la copro, donc j'allais dire toutes les places de parking. Donc normalement, si on part du principe qu'on utilise la même puissance que pour ce qui est obligatoire dans les logements neufs, pour moi, on peut répondre à l'idée, c'est de se dire ça couvre 100% du besoin du parking. C'est ça le message 1. Après, j'ai vu des copros qui faisaient voter justement clairement le fait que si à un moment, je ne sais pas pour quelle raison, on dépasse finalement la puissance collective, tout le monde paye les travaux et pas simplement la personne qui a fait basculer le seuil, quoi. Je pense que ça répond à la question. Donc, j'ai vu des décisions d'AG où il y avait cette petite ligne. Moi, je dirais que l'idée, c'est quand même de définir une puissance. Et donc, pour moi, la formule du 9, elle répond à cette question-là, qui permette de couvrir le besoin de tout le monde. Pourquoi pas rajouter cette petite ligne qui sécurise le sujet, hein. Après, je pense qu'on a quand même un intérêt collectif à ne pas créer de l'infrastructure réseau pour rien. Mais voilà, je ne sais pas quoi répondre de plus. Sachez qu'il n'y a pas, vu les puissances, même les puissances conseillées pour le neuf, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque à court terme que vous ne puissiez pas, sans vous poser de questions, recharger vos véhicules, hein. C'est pas, on parle quand même de dimensionnement de réseau, de section de câble quand même, voilà, ça ne va pas prendre feu, il n'y a pas de risque de ce type-là, hein. Voilà. Et vous n'aurez pas à vous poser la question, tiens, est-ce que je peux brancher ou pas mon véhicule? Non, ce n'est pas du tout l'objet du truc, quoi. Alors, on a une question sur le délestage dans le chat. Faut-il choisir les priorités de fourniture et délester selon? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre précisément la question. C'était pour faire le c'est tout lien l'enjeu avec la du pilotage question. de la recharge, c'est ça? Ouais. Je pense que c'était ça. C'est vrai que là, on est sur un sujet où je parlais, dont pour le moment, on est à titre expérimental. On imagine quand même collectivement que la recharge se fera plutôt la nuit, donc pas au moment où vous avez la consommation maximale de vos usages classiques, qui la pointe aujourd'hui, c'est plutôt 19h, 20h. Donc là, on imagine quand même que naturellement, les utilisateurs de VE seront incités à recharger leur véhicule plutôt la nuit. Et ça, si on parle dimensionnement d'ouvrage, c'est très positif parce que la nuit, il n'y a pas de consommation, beaucoup moins de consommation classique. Donc ça permet de, quelque part, libérer de la puissance pour les bornes de recharge. Mais tant qu'on n'a pas assez d'utilisateurs de VE, c'est toujours de l'étude, quoi. Donc on imagine que la recharge se fait vraiment la nuit, et notamment parce que les fournisseurs d'électricité vont faire des offres qui inciteront les gens à plutôt se recharger aux heures creuses. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de recul et c'est pour ça que je parlais d'experts, hein. C'est des experts de pilotage, en fait, c'est de voir finalement les gens entre eux, comment on foisonne, quoi, comment ça se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas simplement faire la somme de toutes les bornes individuelles pour déterminer la consommation. Comme on fait pour les logements, on ne fait pas la somme de toutes vos puissances de logement pour déterminer la consommation, hein. C'est beaucoup plus faible que ça. Tout à fait. Alors, le temps nous est maintenant compté. Je vous propose de clôturer. On vous a laissé du coup en présentation là les adresses mail des participants. Donc, je remercie grandement Monsieur Mercier pour sa participation à ce webinaire et puis aussi Monsieur Cap pour son retour d'expérience sur une copropriété du territoire à Neuilly-sur-Seine. Cette présentation-là, elle sera disponible en replay par la suite, d'une part sur notre plateforme Coach CoPro, pardon, et sur notre compte YouTube. Donc, vous pourrez aussi la revisionner par la suite. Et donc, voilà, je clôture ce webinaire en vous souhaitant une très bonne soirée et en vous invitant à nous recontacter si vous avez un projet et un besoin. On y répondra avec plaisir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.